citoyen, soldat, c'est un des piliers fondateurs de la Suisse, longtemps incontesté. Le dogme est maintenant quelque peu remis en cause. On a cette initiative du groupe pour une Suisse sans armée qui demande la suppression de l'obligation de servir. C'était déjà le cas en 89 d'ailleurs. Il faut au contraire maintenir une armée de milices. C'est ce qu'a rétorqué hier la commission de politique de sécurité du Conseil national. Alors service militaire, service citoyen. Le débat est lancé et plus généralement ce matin on va s'interroger sur les liens et les devoirs réciproques entre les citoyens et leur État. Pour en parler, le plaisir d'accueillir un historien, Hans-Ulrich Jost, c'est vous, l'historien, bonjour. Bonjour. Professeur honoraire d'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne. Et aussi pour le débat qui nous occupe ce matin, je le reprécise, ancien pilote de chasse dans l'armée suisse, vous avez piloté des Mirages. Les devoirs du citoyen, on a longtemps dit que c'était payer ses impôts et effectuer son service militaire. Est-ce que ce lien avec l'État est en train de changer ? Oui, je crois que ça pose de plus en plus des problèmes parce que, disons, les quelques liens fondamentaux, c'est effectivement payer les impôts et puis aussi ce service militaire obligatoire. D'autre part, l'État, évidemment, doit aussi quelque chose aux citoyens. Il doit lui garantir, par exemple, la liberté d'établissement. Il doit lui garantir les droits politiques. Il devrait cependant, l'État, gérer en quelque sorte l'intérêt commun, l'intérêt général. Tandis que le citoyen, il essaie évidemment plutôt de défendre l'intérêt privé, personnel. Et dans la situation actuelle, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus des dérapages. Par exemple, est-ce que l'État, qui est phagocyté un peu par les intérêts particuliers, est-ce qu'il défend vraiment l'intérêt du citoyen ou pas des intérêts particuliers, comme par exemple quand on donne des milliards à une banque qui frise en fait un peu la criminalité avec sa manière de travailler, est-ce que c'est dans l'intérêt du citoyen ? Et d'autre part... Mais quelle est la réponse là à cette question, alors absolument centrale, Hans-Ulrich Jost ? Ouais, je peux pas donner une réponse définitive, je peux que montrer le problème. C'est-à-dire que la manière comme fonctionne la politique nous montre que l'État souvent est aujourd'hui dans les mains en quelque sorte d'intérêts particuliers, notamment économiques. Et d'autre part, ce qui est beaucoup plus grave, l'État n'est plus autonome. Il dépend aujourd'hui de ce qu'on appelle les marchés financiers internationaux et il doit agir souvent dans le sens qui est peut-être pas dans l'intérêt du citoyen. Alors un État qui n'est plus autonome, qui est gangréné par les lobbies plus qu'avant, on peut comprendre aussi que les citoyens rechignent à payer leurs impôts, non ? Ce serait une réaction d'individualisme un peu saine, non ? C'est justement une mauvaise réaction, ça apporte encore davantage à la dégradation de ce lien fondamental entre État et citoyen. C'est vrai, c'est le fait que la fraude fiscale est en Suisse quasiment un délit de gentleman n'a pas amélioré cette situation où aussi cette morale qui devrait régir entre l'État et le citoyen. Ce sont les banques qui pratiquent la fraude fiscale, c'est pas l'État stricto sensu. Ah non, l'État, en fait, le citoyen doit à l'État donc les taxes et puis les impôts. Pourquoi ? Pour que l'État puisse, en quelque sorte, non seulement faire ses tâches, mais aussi défendre l'intérêt commun, donc l'intérêt de l'ensemble de la population. Il y a même une allusion là-dessus dans l'article 2 de la Constitution. Donc c'est une fonction fondamentale. Quand on sauve une banque comme UBS, on s'intéresse aussi à la population. C'est des milliers de PME qui sont sauvées là, en tout cas qui dépendent de cette banque. Oui, là, on voit justement dans cette justification, c'est-à-dire la banque est trop grande pour tomber dans l'intérêt. Oui, mais qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Dans l'intérêt du peuple ou dans l'intérêt du pays ? Et qu'est-ce qui est derrière ? C'est pas la même chose ? Non, peuple et pays, c'est pas la même chose. Aussi citoyens et habitants, c'est pas la même chose. Vous voyez, on est dans une zone très difficile et puis si on commence en quelque sorte à détruire le lien de principe entre le citoyen et l'État, si chacun, donc l'État d'un côté parce qu'il est sous l'influence extérieure et puis le citoyen parce qu'il défend ses intérêts personnels, si chacun agit dans ce sens, on est en train de déconstruire. Ce lien se déconstruit. Le fondement de la société, c'est justement ces liens intimes entre État et citoyen. Alors venons à l'armée qui peut peut-être maintenir ce lien. Beaucoup disaient à l'époque la seule chose qui lie les Suisses
alémaniques, les Tessinois et les Romans, c'est le service militaire, hein, sous le Ulrichios. Je crois que vous avez fait 1600 jours de service quasiment. Est-ce qu'il faut maintenir l'obligation de servir, selon vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du GSSA? Est-ce que l'historien que vous êtes arrive à trouver une réponse toute faite à cette question? Mais vous savez, l'armée, de toute façon, c'est pas une solution donc à long terme pour maintenir la paix. Et puis, si déjà on a une armée, si on veut une armée, je crois alors aussi que l'armée de milice était la meilleure solution. Seulement là aussi, où est la réalité de cette armée de milice? Nous savons exactement qu'une grande partie déjà des jeunes ne font plus le service militaire. Et puis, les femmes sont des citoyennes entières aujourd'hui. Donc, il faudrait aussi les inclure, mais en même temps, ça nous gêne un peu de voir un service obligatoire pour les femmes. Et puis, troisième point, avec une conscription générale, donc en engageant toute la jeune population dans l'armée, on a un réservoir qui est beaucoup trop grand par rapport aux besoins d'une armée moderne. Et de surcroît, l'armée se professionnalise aussi. Donc, est-ce que c'est encore possible de faire fonctionner une armée avec des soldats de milice? Tout ça pose des problèmes qui sont à la fois structurels, mais en fait aussi des problèmes quant à la perception de l'avenir, et je crois on serait encore longtemps dans une sorte d'impasse à ce sujet, parce qu'idéalement on défend évidemment cette armée de milice, mais concrètement elle existe plus. Elle n'existe plus, c'est déjà facultatif quasiment au recrutement, la plupart des gens n'y vont pas pour diverses raisons. Vous savez ce que vous voteriez le cas échéant sur cette initiative? Ce sera probablement soumis au peuple l'année prochaine. Non, je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore? Non. Vous avez une nostalgie quand même de cette époque, sous le Ulrichios? Pas une nostalgie, mais ouais, peut-être j'idéalise aussi un peu, mais c'est vrai. Ce moment où se rencontrent, moi je n'ose pas utiliser ce mot, l'armée et l'école de la nation, hein, c'est vraiment exagéré, mais c'est au moins quand même un lieu de rencontre entre jeunes qui nous oblige peut-être de faire connaissance un peu d'autres régions, aussi d'autres mentalités. Quand je pense aujourd'hui au clivage qui existe entre Suisse alémanique et Suisse romand, l'armée est un lieu de rencontre, mais ces lieux de rencontre, on pourrait les construire aussi dans d'autres terrains, par exemple l'école, ou bien, oui, un service civil, pourquoi pas, ça serait une possibilité. Alors il y a cette proposition du PLR Genevois Guildpol, un service citoyen obligatoire pour tous, pas forcément militaire, mais plutôt basé quand même sur la sécurité. Ça a été balayé. Vous en pensiez quoi de cette idée? Oui, l'idée est certainement défendable, mais quand on regarde le texte, on voit que c'est plein de points qui seront très difficiles à réaliser. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est quand même très sécuritaire, militaire, c'est-à-dire, deuxièmement, il y a l'inégalité entre les genres, les sexes est toujours là, parce que les Suissesses sont relégués au second plan. On parle pas du tout des coûts, parce que même si vous voulez engager des jeunes chez les pompiers, il faut aussi une formation, et puis après, est-ce qu'on les garde sous forme donc de cours de répétition? Tout ça est très peu clair, et à mon avis, si déjà un service civil, il faudrait le concevoir de manière beaucoup plus généreuse, beaucoup plus large.